Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce soir. Je suis ravie d'être de retour avec vous pour les directs du 1er, donc le 1er septembre. Donc après une petite pause tout le mois de juillet et tout le mois d'août pour le plus grand bien de tout le monde, je pense. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc ce soir, je suis là pendant 30 minutes pour répondre à toutes vos questions et pour pouvoir vous aider à utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien en toute sécurité. Donc n'hésitez pas, posez-moi vos questions et j'y répondrai avec plaisir pendant ces 30 minutes. 1er septembre, rentrée des classes, rentrée pour Pranazen, pour cette session questions-réponses, et j'ai reçu énormément de questions de votre part. Donc je vais essayer d'y répondre pendant ces 30 minutes. Et pour celles que je n'aurai pas eu le temps de répondre, j'y répondrai à la prochaine session questions-réponses parce que j'en ai eu vraiment beaucoup. Pour celles qui débutent avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à aller télécharger votre guide, les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. Il vous permettra d'utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien en toute sécurité. Donc pour cela, vous vous connectez au site pranazen.eu. Et vous allez télécharger votre guide. Alors, je vais prendre tout de suite les premières questions qui m'ont été posées. Tout de suite, on commence par la première question qui m'a été posée. Une question de Maria Lopez. Maria, qui est une élève qui suit la formation certifiante et qui me dit, comme je n'ai pas encore regardé le chapitre 6b, je suis curieuse de connaître les critères qui me seront nécessaires pour bien choisir une huile végétale. Alors, quels sont les différents critères pour bien choisir une huile végétale? Alors moi, la première chose que je vous dirais, c'est de faire très attention que ce ne soit pas une huile végétale hydrogénée. Donc la plupart de ce qu'on vend dans le commerce, c'est des huiles végétales hydrogénées. Pourquoi? Parce qu'une huile végétale, pour faire simple, elle doit être assez souple, assez fluide. Et pour qu'elle soit comme ça, il faut qu'on y ait ce qu'on appelle des doubles liaisons. Donc c'est ce qui rend une huile végétale bonne pour la santé. Le problème, c'est que ces doubles liaisons sont très instables et donc l'huile végétale peut rancir rapidement. Donc pour la stabiliser, entre guillemets, on casse ces doubles liaisons, on met des atomes d'hydrogène. Résultat, vous avez une huile végétale qui est extrêmement stable, qui va très bien tenir dans le temps, mais qui n'est plus du tout bonne pour la santé. Donc faites déjà très attention à ne pas acheter une huile végétale hydrogénée. Donc ça, c'est très important. Ah, Vanessa qui est avec nous me dit « Coucou Alexia, je t'entends et je te vois. » Ben merci. Ok, c'est que tout fonctionne bien, je suis déjà contente Vanessa et du coup je pourrai répondre à tes questions. Mais tout d'abord les questions de Maria. Donc ça c'est important pour les huiles végétales, je suis désolée en plus j'ai mes écouteurs qui n'arrêtent pas de se faire la malle. Qu'est-ce qu'on fait attention? 1. Le mode de culture. Donc c'est assez évident, il faut que ce soit bio. Donc on choisit une... Ah ben Monica. Bonsoir Monica, ben, génial. Donc tout d'abord, l'huile végétale bio, ça semble évident, mais donc mon premier choix de qualité, ce sera de vérifier est-ce que mon huile végétale est bien bio ou pas. Si elle n'est pas bio, ben de 1, vous risquez d'avoir des toxines dedans, mais le plus grave, ce serait pas encore ça, mais ce serait que, en fait, la plante a besoin de développer une immunité naturelle. Mais quand qu'on la protège, entre guillemets, par des pesticides, ben, elle est plus confrontée aux insectes, du coup, ben, votre huile végétale sera beaucoup moins riche en polyphénol, en vitamines, et donc c'est un peu catastrophique. Les huiles végétales qui ont été bourrées de pesticides, non seulement elles sont toxiques, mais en plus elles sont très faibles en antioxydants, en vitamines et en tous les composés qui nous sont nécessaires. Donc ce serait vraiment dommage. Ensuite, moi je fais toujours attention au lieu de culture. Donc j'en parle souvent, mais ça vaut et pour les huiles essentielles et pour les huiles végétales. Donc au mode de culture bio, ben, c'est aussi pour les huiles essentielles. Les huiles essentielles aussi, on fait attention au lieu de culture. Par exemple, si je prends de l'huile végétale d'avocat, on sait qu'elle doit être produite au Kenya. Et il faut faire attention parce qu'il y a parfois une confusion là-dessus. On dit d'une huile végétale qu'elle est, je sais pas moi, elle est en fait produite au Kenya, mais elle va être distillée en France. Et donc il y a parfois cette confusion. Donc il faut bien regarder le lieu d'extraction, de production, qui n'est pas le même que le lieu d'extraction. Ensuite, il faut regarder la récolte. Alors ça, vous savez pas le voir, mais il faut savoir qu'une récolte, mais il faut trier vraiment toutes les graines qui seraient mauvaises, parce que si on laisse les graines mauvaises, ben, ça pourrait complètement perturber la qualité et l'odeur de l'huile végétale. Donc il faut vraiment faire un tri de toutes les graines qui seraient mauvaises.
Et il faut aussi avoir une période de récolte qui est optimale. Et puis, finalement, le plus important, que ce soit une huile végétale de première pression à froid. Donc ça veut dire qu'on fait une pression, on récolte l'huile végétale et on jette les graines. On va pas aller presser une deuxième fois, une troisième fois les graines pour récolter le plus possible d'huile végétale. Et ensuite à froid, évidemment, ce serait beaucoup plus facile à chaud, hein, puisqu'on ferait sortir plus d'huile végétale des graines, et donc on aura un meilleur rendement. Mais on va avoir des huiles végétales qui sont pas du tout stables, puisqu'elles ont été chauffées, elles sont dénaturées, dégradées, donc c'est pas du tout des bonnes huiles végétales. Donc ça, c'est très important. Parfois, on utilise aussi des solvants comme l'hexane. L'hexane, ça va dissoudre les huiles des graines pour avoir encore un meilleur rendement. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas super bon pour la santé d'avoir une huile végétale qui contient de l'hexane. Donc ça, c'est les gros problèmes qu'on peut rencontrer. L'huile doit être vierge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vierge, ça veut dire qu'il peut pas y avoir transformation avant ou après le pressage. Donc, pas de décolorisation, pas de désodoration, pas de décoloration ou de désodorisation. Donc, une huile d'olive, c'est vert, une huile de coco, c'est blanc, une huile d'argan, elle sent un peu la biquette, mais c'est normal, on va pas à tout prix vouloir avoir une huile blanche et qui n'a pas d'odeur. Donc ça, c'est super important. Et la troisième étape, c'est la clarification. Donc, on va retirer les impuretés par des moyens mécaniques. Et que mécaniques, pas des moyens chimiques, pas des moyens qui détruiraient mon huile végétale. Donc, on retire toutes les impuretés qui pourraient être dans l'huile végétale par des moyens mécaniques. Donc voilà, vous vous dites, ça fait beaucoup de critères pour choisir une huile végétale. Moi, ce que je trouve qui est assez facile quand vous regardez l'emballage, c'est déjà, est-ce qu'elle est bio, est-ce qu'elle est écocerte, est-ce qu'elle est AB, enfin voilà, vous avez plein de mentions qui peuvent être écrites dessus qui sont assez faciles à voir. Deuxième chose, je me dis, donc attendez, je regarde ça, je regarde d'où provient mon huile végétale, mais ça peut-être que vous le savez pas, donc c'est pas grave, moi je le regarde, et je regarde si c'est bien une huile végétale de première pression à froid, ça c'est important. Je regarde si l'huile est bien vierge, donc il n'y a pas eu de traitement de décoloration, de désodorisation. Excusez-moi, mais j'ai un petit rhume qui me prend la tête et j'ai l'impression que je parle du nez et que je perds mes mots. Et voilà, clarifier, on retire les impuretés à la main. Donc voilà, ça c'est la question de Maria. Quels sont les critères pour bien choisir une huile végétale? Donc là, je vous ai dit tout ce qui compose une huile végétale de qualité. Je pense que si vous regardez qu'elle est bien bio, qu'elle est bien de première pression à froid et qu'elle est vierge, déjà vous êtes dans le bon, quoi. Déjà, ce sera vraiment pas mal. Et alors, suite à ça, bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de chemin. Donc là, on a vu les critères nécessaires pour reconnaître une huile végétale de qualité. Et ensuite, Lionel nous posait la question, bonjour Alexia, 10 huiles essentielles à posséder dans notre pharmacopée, on a les réponses. Je suppose que tu voulais dire pharmacie, Lionel. Mais qu'en est-il des huiles végétales? Le spectre est-il aussi large? Merci. Alors là, ça va être très difficile de répondre, Lionel, puisque moi, dans ma formation certifiante, les huiles végétales, c'est vraiment un chapitre entier. Donc, il y a énormément d'huiles végétales sur le marché, et donc je comprends que tu te dises, bah tiens, parmi toutes ces huiles végétales, est-ce qu'elles ont le même rôle? Est-ce qu'elles ont des rôles différents? Comment il faut choisir les huiles végétales les plus appropriées? Moi, ce que je peux te dire, c'est pour moi, quelles sont les huiles végétales que j'utilise le plus. Mais c'est vrai que d'une personne à l'autre, comme c'est des supports, qu'il y en a qui sont comédogènes, non comédogènes, pour les peaux sèches, pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, ça va aussi beaucoup dépendre parfois de la peau et donc de la personne. Alors, qu'est-ce que moi je fais par rapport aux huiles végétales? C'est que j'ai de toute façon à la maison de l'huile végétale d'argan, que j'utilise pure sur le visage, qui a un très bon anti-âge, donc ça c'est facile, et que je mets également sur mes mains. Ensuite, j'ai découvert l'huile végétale de grenade, que j'aime beaucoup, mais qui est très grasse et très collante, mais par contre, elle est bourrée d'antioxydants, donc un très bel effet anti-âge. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute 1 à 2 gouttes de grenade dans mon argan ou dans mon autre huile végétale que j'ai décidé de me mettre comme anti-âge sur le visage. Ensuite, j'ai l'arnica, ça c'est d'office, pour les bleus, les hématomes, et voilà, je mettrai mes huiles essentielles dedans, directement, donc l'huile végétale d'arnica. Le calendula, qui pour moi est aussi incontournable pour tout ce qui va être irritation de la peau. Donc j'adore cette huile végétale de calendula pour les irritations de la peau.
La carotte ou l'argousier, donc avant j'utilisais beaucoup la carotte qui est mon anti interne, donc pour avoir bonne mine quand je sens que le teint est fatigué et que j'ai besoin d'un petit peu avoir l'air en forme, comme aujourd'hui par exemple. Hein. C'est un petit coup de carotte parce qu'avec mon super rhume qui me prend les sinus et pourtant je suis bourrée d'huile essentielle, mais ça me prend encore un peu la tête. Mais du coup, voilà, avant c'était de la carotte, maintenant je suis passée à l'argousier qui est aussi extrêmement riche en provitamine A et donc qui a aussi cet effet bronzant naturel. Le noyau d'abricot que j'utilise beaucoup, pourquoi? Parce que c'est une huile végétale qui pénètre rapidement. Donc quand je veux un toucher sec, que je veux quelque chose qui pénètre rapidement dans la peau et qui restera sec, c'est toujours mon huile végétale de noyau d'abricot. Et je l'utilise aussi beaucoup en olfaction. Quand on utilise des huiles essentielles en olfaction, c'est vraiment important. Donc en olfaction, ça veut dire de les respirer. Donc je vais mettre 2 gouttes, je sais pas ce que j'ai ici sous la main. Ouais. C'est pour diffuser. J'espère que je ne vais pas me brûler avec de l'eucalyptus. Voilà, je vais en mettre comme ça. Ça me dégageait. Oh, j'en ai mis 3 là. Ça me dégageait le nez en même temps. Voilà, je fais ça. Ça, c'est de l'olfaction. Donc, beaucoup pour les huiles essentielles calmantes, apaisantes. C'est pas le cas de l'eucalyptus. Donc, ça me fera du bien au sinus. Je les mets comme ça. Et puis, alors ensuite, je vais faire ça. Pour respirer. Ah, ça me fait du bien là en plus. Pour respirer bien les huiles essentielles. Et là, si j'ai besoin de diluer mes huiles essentielles, parce que parfois il y a des huiles essentielles qui peuvent être entêtantes, je pense à l'ilang-ilang, ou des huiles essentielles qui peuvent être irritantes pour la peau, si j'ai besoin de les diluer, ce sera d'office le noyau d'abricot. Parce qu'en olfaction, il faut vraiment qu'on sente l'odeur des huiles essentielles, et vraiment que celle des huiles essentielles. Et si je commence à mettre un macadamia, ou j'en sais rien, moi, un avocat ou quoi, enfin l'avocat je vous conseille pas, mais voilà, en fait je ne sentirai plus l'odeur de mes huiles essentielles, ça va être perturbé par l'odeur de mon huile végétale et c'est pas du tout ce que je veux. Donc vraiment là c'est très très important. Ah mais je vois des questions, j'avais pas vu. Alors je termine pour Lionel, hein, et puis Monica j'arrive, Cindy bonsoir, Yveline coucou. Je continue du coup avec mes huiles végétales, mais je suis contente de vous voir toutes là ce soir. Ensuite, j'ai d'office le millepertuis pour traiter tout ce qui va être douleur. Donc, millepertuis d'office, quand je me fais mal, que c'est douloureux, ça va être millepertuis. J'ai d'office de la nigelle que je vais utiliser au printemps plus pour les allergies et en hiver pour booster l'immunité. Et le coco, parce que j'adore l'huile végétale de coco, j'adore son odeur et je vais l'utiliser pour tout ce qui va être pieds secs en été. Enfin, je me masse beaucoup les pieds avec l'huile de coco et je fais beaucoup les cheveux aussi à l'huile de coco. Donc ça, on fait argan, grenade, arnica, calendula, argousier, noyau d'abricot, millepertuis, nigelle, coco. Je suis à 9. Tu m'avais demandé, Lionel, les 10 huiles végétales. Moi, il y en a 9 que j'utilise beaucoup. Après, je pourrais en dire plein d'autres, hein, la calophyte circulatoire. Enfin, il y a plein d'autres choses. Mais voilà, mais j'ai réfléchi pour dire celles que j'utilise vraiment couramment, qu'est-ce que c'est ces 9-là. Alors, Monica, j'ai une question concernant les hydrolats. Quelle quantité d'hydrolats peut-on mettre par jour dans notre bouteille d'eau ou gourde et peut-on alterner plusieurs hydrolats dans son eau par jour? Alors ici, il y a des élèves qui sont sur la formation certifiante, hein, donc je vous laisse répondre à Monica parce que normalement, surtout Yveline, vu le niveau, tu dois avoir maintenant toutes les réponses. Donc Yveline, je te laisse répondre à Monica pour ces hydrolats. Et ensuite, moi, pendant ce temps, je vais répondre à Vanessa, qui est là, aussi élève de la formation certifiante. Donc, Vanessa, si tu as la réponse aussi pour les hydrolats, tu peux y aller, hein, c'est ton tour. Alors, Vanessa, toi, tu voulais, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, Vanessa, parce qu'il y a plein de questions, mais au pire, comme on se voit tous les un lundi sur 2, je te répondrai lundi. Avec la rentrée scolaire. Ah Yveline qui dit, je commence juste avec les hydrolats, donc pas encore la bonne réponse. Ok, Yveline, t'es excusée. C'est vrai que j'ai vu que tu venais de finir les huiles végétales, donc c'est vrai que les hydrolats, t'y es pas encore peut-être. Alors, les hydrolats, on les utilise principalement par voie orale, même si on peut les appliquer sur la peau aussi. Et on conseille d'en mettre 1 à 3 cuillères à café par jour. Donc on peut très bien prendre une cuillère à café matin, midi et soir, ou mettre 3 cuillères à soupe, une cuillère à soupe matin, midi et soir, ou mettre les 3 cuillères à soupe, comme tu le préconises là, Monica, 3 cuillères à soupe dans une bouteille d'eau ou une gourde et boire tout au long de la journée, il n'y a pas de souci. Ensuite, peut-on alterner plusieurs hydrolats dans son eau par jour? Oui, bien sûr.
Donc, tu penserais à quoi, Monica? Quels seraient les hydrolats que tu aurais envie d'utiliser, d'associer pour que je t'explique comment tu utiliserais le mieux possible? Si tu peux me dire quels hydrolats, ce serait absolument parfait. On va passer à la question vite sur la lavande, parce que Vanessa nous dit, alors, Monica, menthe poivrée. Donc, est-ce que c'est le seul? Ah, voilà, menthe poivrée, basilic. Donc, ça, c'est des hydrolats à propriété assez digestive, citron. Oui, donc, t'es à fond sur le digestif, Monica, avec menthe poivrée, basilic, citron. Donc, peut-être c'est pour les nausées ou pour les troubles digestifs. Donc là, on est sur une même indication. Donc, on peut les mettre ensemble dans la bouteille d'eau et on peut mettre une cuillère à soupe matin, midi et soir. La fatigue, excusez-moi, mais je suis complètement prise de la tête, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises. Donc, une cuillère à soupe de citron, de basilic, de menthe poivrée, tout ça dans ma bouteille d'eau, j'agite et je bois tout au long de la journée. Voilà, j'espère que c'est mieux comme ça. Et Monica nous dit oui pour les problèmes digestifs, ouais, donc c'est bien ça. Donc il n'y a pas de souci, Monica, tu peux mettre une cuillère à soupe de chaque dans ta grande bouteille d'eau, tu bois tout au long de la journée, et ça va vraiment en plus aider, mais que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau de tout ce qui va être nausée, ballonnement, au niveau du foie, enfin, tu vois, tu vas vraiment sur toute ta sphère digestive. Et pourquoi j'adore les hydrolats et que c'est vraiment dommage que pendant longtemps, on les a relargués vraiment au second plan, comme des sous-produits d'huile essentielle, enfin vraiment sans intérêt. Et en fait, ils sont vraiment géniaux parce qu'ils peuvent être utilisés chez tout le monde, dès le nourrisson tout petit, la femme enceinte, enfin voilà, il n'y a aucun souci avec les hydrolats. Et ça va quand même agir très en profondeur et très doucement. Donc c'est vraiment, l'hydrolathérapie, c'est vraiment une thérapie qu'il faut vraiment pas mettre de côté. Alors, on passe sur Vanessa avec sa rentrée scolaire. Avec la rentrée scolaire, un petit résumé serait le bienvenu pour l'usage de la lavande. Quel type de lavande? Pure ou diluée? Fréquence? Pour le stress, les répulsifs poux, en fonction des âges. Merci d'avance. Alors, pour faire vite et bien, Vanessa, et si tu veux, on en reparle lundi. Tu vois, moi, ce que j'appelle lavande vraie, lavande officinale, lavande fine. Alors, on est d'accord que elles sont un petit peu différentes, mais nous, on va dire qu'elles sont pas différentes parce qu'elles contiennent du linalol et de l'acétate de linalyle. Donc, la lavande vraie, Lavandula angustifolia sous-espèce angustifolia. Angustifolia, ça veut dire à feuilles étroites. Son linalol et son acétate de linalyle, surtout, vont en faire des propriétés calmantes. Donc moi, c'est celle que j'appelle Mère Teresa. Donc c'est vraiment la grand-mère bienveillante qui va venir m'entourer, me réconforter, apaiser mes angoisses, mes stress. Donc ça, ce sera la lavande vraie, lavande officinale, lavande fine. Voilà, il y a des noms un peu différents, des compositions chimiques un peu différentes en fonction du sol sur lequel elles ont poussé. C'est pour ça qu'ils ont des noms différents, mais voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Donc, vous avez lavande vraie, lavande officinale, lavande fine. Retenez du linalol, de l'acétate de linalyle et donc cette belle propriété calmante. Aussi, ces propriétés apaisantes sur la peau, cicatrisantes. Voilà, ça c'est la lavande vraie. Pas plus. Ensuite, on a la lavande aspic. La lavande aspic, vous vous souvenez de ma phrase, pure sur tout ce qui pique. Donc la lavande aspic, pour tout ce qui va être piqûre de moustiques, de vives, d'oursins, de méduses, de scorpions, d'orties, enfin de tout ce que vous voulez. Lavande aspic, pure sur tout ce qui pique. Mais aussi pour tout ce qui va être brûlure, puisque pure sur tout ce qui pique, une brûlure ça pique, donc c'est votre super huile essentielle, des piqûres et des brûlures. Alors, la lavande vraie, pour répondre à ta question, Vanessa, oui, on peut l'utiliser pure, il n'y a pas de souci, mais respecte les règles de dilution qu'on a vues au cours de la formation pour les enfants. Mais pour le reste, on peut l'utiliser pure. La lavande aspic, elle n'a pas du tout la même composition que la lavande vraie. Donc la lavande aspic, elle contient des oxydes, un 8-cinéol, donc ce qui fera qu'elle aura ces propriétés où elle peut être décongestionnante, bizarrement. Autant qu'une lavande vraie ne sera absolument pas décongestionnante. Une lavande aspic, on pourrait l'amasser et avoir des propriétés décongestionnantes. D'autant plus qu'en plus de son 30% d'oxyde, elle contient 10% de camphre, qui est une cétone. Et on l'a vu au cours de la formation, les cétones sont lipolytiques, donc vont encore plus fluidifier. Donc déjà des oxydes, déjà des cétones, donc on va être bien fluidifiant pour la lavande aspic. Ensuite, 30% d'alcool, donc des propriétés anti-infectieuses,
Et la lavande aspic, n'oubliez pas que c'est une super antimycosique. Donc en été, tout ce qui fait pied d'athlète, mycose, les femmes qui ont une forte poitrine, ça macère en dessous des plis, les cyclistes dans le creux des jambes, voilà. Alors la question c'est est-ce qu'on peut l'utiliser pur ou pas? Déjà, chez le tout jeune enfant, on va faire attention puisqu'elle contient du camphre, qui est une cétone neurotoxique, donc on fait attention. En période de crise, par exemple, je viens de me faire piquer par un moustique, une méduse, une vive, j'utiliserai toujours ma lavande aspic pure. Si je me fais brûler, dans le cas d'une brûlure, et d'ailleurs j'ai un moustique ici qui va me... Je l'ai raté en plus, il va venir me piquer. J'ai pas de lavande aspic dans mon bureau. Donc pure sur tout ce qui est piqûre. Sur tout ce qui est brûlure, je vais aussi y aller franchement pur. Alors pas si c'est tout mon dos qui est pris, hein, d'un coup de soleil, si j'ai tout mon dos, je vais quand même la diluer pour pas vider un flacon entier sur mon dos, ça ferait quand même un peu beaucoup. Mais sinon, je vais y aller pur, l'amasser pur. Piqûre, brûlure. Pour tout ce qui va être mycose, je vais y aller pur aussi. Si on la dilue trop, le problème c'est qu'on va plus être efficace sur la mycose. Et par contre, je vais le faire juste 2 fois par jour, mais pendant très longtemps. C'est pas le but du cours ici, mais voilà. Donc lavande aspic, contrairement à la lavande vraie, elle est beaucoup plus toxique parce qu'elle contient du camphre, mais elle n'en contient que 10%, donc c'est pas non plus la toxicité du romarin à camphre. Il y en a qui disent « Oh, lavande aspic, horrible, jamais chez les enfants il y a du camphre ». Oui, mais moi je dis toujours en cours de formation, tout dépend de quel camphre. Il y a des camphres de quelle cétone. Il y a des cétones qui ne sont pas neurotoxiques, comme dans l'hélicryse, vous retrouvez de l'italdione qui est une cétone, on peut l'utiliser chez le tout petit. Dans le romarin verbenone, il y a un petit peu de camphre, il y a un peu de verbenone, ce sont toutes les deux des cétones et pourtant on l'utilise chez le petit. La lavande aspic, c'est une cétone beaucoup plus neurotoxique, c'est du camphre. Donc oui, c'est une cétone neurotoxique, mais qui n'est qu'à 10%. Donc 10% dans une goutte, ça fait quand même pas grand-chose. On restera quand même vigilant chez le tout jeune enfant, et donc vous voyez que c'est quand même pas la toxicité d'un romarin à camphre. Donc la lavande vraie, c'est Lavandula angustifolia, puisque feuille étroite, et ici, lavande aspic, Lavandula latifolia spica, latifolia, feuille large. Et spica, elle tire son nom de la vipère aspic, puisqu'elle était capable de neutraliser son venin. C'est vous dire à quel point elle est puissante. Et moi, je vais vous dire ma petite histoire, et après, il faut que je me dépêche, parce que de nouveau, j'aurai pas le temps. Chaque fois que je vous retrouve pour les 30 minutes de session questions-réponses, c'est fou comme le temps passe vite. Ma petite anecdote, c'est que c'était l'été passé. Un monsieur vient me voir parce qu'il s'était fait piquer par une vive, c'est un poisson, je connaissais pas, avant d'arriver à Montpellier. Et son pied était déjà, son orteil était noir, brun, comme ça, c'était vraiment pas joli. Donc moi je vois ça, je lui dis, oh, allez directement aux urgences, voilà, moi une nécrose, faut vite aller aux urgences. Je lui dis, mais attendez, on va vite mettre de la lavande aspic dessus, donc je lui badigeonne vite la lavande aspic, et je dis, maintenant filez avec le flacon, vous allez aux urgences, voilà. Il revient me voir, 40 minutes plus tard, et puis je dis, ben vous êtes déjà de retour? Il me dit, ben oui, je suis venue vous remercier, parce qu'en fait, je suis arrivée devant les urgences, et en fait, je n'avais plus rien à mon pied. Donc j'ai fait demi-tour, parce que je me suis dit que j'avais rien à leur dire. Je suis revenue ici, et je voulais vous remercier, parce que c'était incroyable ce que vous m'avez donné. Donc pour vous dire à quel point la lavande aspic est puissante, elle est antitoxique, elle est capable de neutraliser les venins de serpent, puisqu'elle neutralisait la vipère aspic, mais voilà, les venins si vous avez une piqûre de guêpe, et que vous mettez directement de la lavande aspic dessus, vous allez directement neutraliser le venin de la guêpe, hein. Donc c'est vraiment... il se repromène le moustique, je vais jamais l'avoir. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Je tiens à dire que je l'ai encore raté. Ensuite, on a le lavandin, Vanessa, tu me demandais. Alors le lavandin, c'est un hybride entre la lavande aspic et la lavande vraie. Donc c'est un petit croisement entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'est l'intérêt de ce lavandin? C'est juste qu'il est un peu moins cher que la lavande vraie et que la lavande aspic, puisque c'est un croisement. D'ailleurs, on l'appelle Lavandula X, Burnati Clone Super. X, c'est bien un croisement. Et donc, quelle est sa composition moléculaire? C'est facile, ce sera un mélange de lavande vraie et de lavande aspic, mais en beaucoup moins puissant. Donc, il aura du linalol, il aura de l'acétate de linalyle, donc le linalol qu'on retrouve dans les deux lavandes et l'acétate de linalyle qu'on ne retrouve que dans la lavande vraie, mais il aura aussi du camphre et des oxydes, comme dans la lavande aspic, qui contient du camphre. Donc vous voyez, c'est un petit mélange des deux, mais du coup en concentration moindre. Alors quel est son intérêt? Moi je le conseille contre les poux, chez les jeunes enfants, puisque la maman va dépenser moins d'argent. Ça marcherait aussi bien avec une lavande vraie, mais ça coûterait un petit peu plus cher. Et je la conseille dans les crampes, parce qu'elle a l'acétate de linalyle de la lavande vraie,
qui est, souvenez-vous, un ester qui est contractant musculaire, mais aussi du camphre qui est très utilisé dans les crampes. Donc le lavandin, il est génial parce qu'il a à la fois l'acétate de linalyle et le camphre. Donc moi, j'aime beaucoup pour les crampes musculaires, je trouve que ça marche très bien. Vanessa, est-ce que tu peux me dire si c'est clair au niveau des explications des lavandes? J'espère que du coup, ce sera bon pour toi. Alors, Monica qui nous dit, et peut-on boire tous les hydrolats? Hop. Ah mince, j'ai perdu. J'ai voulu agrandir la question là. Hop. Où y en a-t-il qui ne sont utilisés qu'en voie externe? Non, Monica, on peut boire tous les hydrolats. Les hydrolats, c'est vraiment très doux. Vous devez vous dire que dans un hydrolat, je sais pas moi, dans 1 litre d'hydrolat, vous avez peut-être 1 à 2 gouttes d'huile essentielle. Hein. Donc, les hydrolats, il n'y a aucun souci. Par contre, vous n'oubliez pas que ça. Hein. C'est pas juste 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans 1 litre d'eau, l'hydrolat. Il y a aussi toutes les molécules qui sont solubles dans l'eau de l'huile essentielle et qui donc ne sont pas récoltées dans la phase huileuse qui est votre huile essentielle, qui tombent dans l'hydrolat. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de choses très intéressantes également. Mais donc non, il n'y a pas de toxicité particulière aux hydrolats, non. Après, il y a des réglementations européennes qui veulent que pour certains hydrolats, comme le titri ou le romarin verbenone, on mette une législation à partir de 3 ans, je pense maintenant. Voilà, c'est pour moi un non-sens parce que je ne vois pas ce qui pourrait être toxique dedans, même chez le jeune enfant. Car je me posais la question pour l'hydrolat d'ylang-ylang. Et pourquoi, Monica, pour l'ylang-ylang? Je vois pas pourquoi ce serait pas autorisé. Alors, combien de temps nous reste-t-il? Ben on a fini en fait. Hein. Il est 20h31, ça a passé hyper vite. Ah, salut Nathalie! Nathalie nous rejoint sur Instagram, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Alors Nathalie, je suis désolée, t'arrives presque à la fin. Et si t'es inscrite, tu pourras voir le replay. Ça pourrait être intéressant. Alors, si vous avez les dernières questions, je vous écoute, Monica, parce que je pensais que c'était en voie externe pour les cheveux. Bah oui, l'hydrolat d'ylang-ylang, c'est vraiment beaucoup utilisé en... Bonsoir Christelle! L'hydrolat d'ylang-ylang, c'est vraiment beaucoup utilisé en voie externe pour les cheveux. Maintenant, on pourrait l'utiliser pour ses propriétés calmantes par voie interne. Hein. N'oubliez jamais qu'un hydrolat, contrairement aux huiles essentielles, on est vraiment extrêmement peu concentré en molécules aromatiques. Hein. Vraiment. Et Monica nous dit, et pour l'odeur, c'est fort. Bah, en hydrolat, c'est quand même beaucoup moins fort, non? Tu trouves que j'ai pas compris, Monica, que parce que l'odeur est forte, tu ne peux pas l'avaler? Là, j'ai pas trop bien compris. Je réponds vite à Marie-Claire qui n'est pas avec nous, qui avait une question. Non, je vous laisse répondre d'ailleurs aux élèves qui sont là. Il y a Marie-Claire qui avait une question importante pour elle, pour sa vie de femme et de se mettre en jupe ou de montrer son beau visage, qui aimerait savoir s'il existe une huile essentielle pour raffermir la peau qui devient flasque avec les années. Je pense qu'on se sent un peu toutes concernées. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous a la réponse à cette question, de savoir quelle sera l'huile essentielle favorite pour nous, mesdames, pour lutter contre le affaissement de la peau, que ce soit au niveau de notre visage ou au niveau de nos fesses? J'aimerais bien savoir. J'attends vos réponses. Bonsoir Sandre Éveil qui nous a rejoint sur Instagram également. Et Maternaroma. On a Plesquois qui vient de nous rejoindre. Ah ben vous êtes super gentils, mais vous arrivez tous à la fin. C'est bien dommage. Bon, on a encore 5 petites minutes pour découvrir quelle est l'huile essentielle qui va raffermir nos vieilles peaux un peu flasques et qui manquent un peu de fermeté. Alors, Monica qui nous dit, oui, je trouve que c'est fort et donc au niveau du goût, ce sera pas top. Ouais. Oui. Bah, moi, l'ylang-ylang, déjà en huile essentielle, je la dilue beaucoup parce que je trouve que l'ylang-ylang est une huile essentielle assez entêtante. Hein, donc, j'ai jamais goûté l'hydrolat. Donc, je ne saurais point te dire, mais j'imagine que le goût doit être assez fort, effectivement. Alors, Maria, qui dit, tu as donné des exercices. Alors, Maria qui est élève de la formation certifiante, qui est infirmière, tu as donné des exercices de traitement pour la sécheresse vaginale et le candida, mais pour le papillomavirus dans une crème. Alors ça, Maria, c'est pas quelque chose
qui est facile à détailler comme ça en 5 minutes ici, sur les 5 minutes qui nous restent. Mais je pourrais répondre lundi à ta question si tu me la reposes. Ou si tu la postes dans le groupe privé des élèves. Ce sera plus simple de t'y répondre directement là-bas. Alors Vanessa, pour le stress chez les enfants, tu utilises la lavande vraie. Comment sur... Oui, c'est ça Vanessa. Donc pour le stress chez les enfants, j'utiliserai la lavande vraie. Alors ça dépend quel âge a l'enfant, mais très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de danger avec la lavande vraie. Et j'en mettrai une goutte sur les poignets, poignet contre poignet. Comme j'ai fait tout à l'heure, je demanderai de respirer pour bien qu'il s'apaise. Et aussi, je ferai, je l'ai ici toujours avec moi, un petit stick inhaler qui pourrait garder dans sa poche. D'ailleurs, je viens de vous envoyer un article, non, là-dessus, dans la newsletter. Je viens justement, puisque j'ai fait tout l'été les publications sur l'olfactothérapie. Je crois que le dernier article que je vous ai envoyé, c'est justement réaliser son petit stick aromatique pour les enfants, pour pouvoir faire une rentrée en toute sérénité et avec des petites huiles essentielles calmantes apaisantes. Donc oui, Vanessa, soit sur un stick inhaler pur, sur le stick inhaler, ou sur les poignets, à voir quel âge a l'enfant, mais à partir de 6 ans, moi j'oserais le faire pur sans problème. Et puis, main en cathédrale et inspiration. Ah, Margot, t'es là ce soir aussi, trop bien, c'est chouette. Alors Margot, rose de Damas ou immortel? Super, donc là on est vraiment dans des anti-âges puissants. Hein. Donc Marie-Claire, ici t'as déjà 2 super réponses. Immortel pour la femme, pour qu'elle devienne immortelle, et rose de Damas qui est hyper chère, mais qui est notre top huile essentielle raffermissante anti-âge. Ensuite, Séverine nous dit cyste. Oui, le cyste est vraiment génial. C'est un raffermissant tonique et donc il va être vraiment cet effet fermeté, quoi. Et rose de Damas, bah oui, on y passe tous, hein. La rose de Damas, c'est quelque chose. Mais du coup, rose de Damas, prix plus. Alors moi, cyste, je trouve que ça a une odeur que j'aime pas trop, même si c'est efficacité top. Donc moi, j'ai plutôt tendance à remplacer par Géranium rosa, qui a aussi les mêmes propriétés toniques, raffermissantes. Mais je trouve que l'odeur du géranium est plus agréable que l'odeur de la cyste. Mais ça, c'est... De toute façon, la cyste, c'est une très très bonne réponse et ça marchera très très bien. Donc cyste, je valide à 100%. Alors Maria, non, je n'ai pas encore ta réponse à la question sur la coagulation entre immortel et cyste pour coupe rose. Donc dès que j'ai la réponse, je reviens vers toi comme promis, mais je n'ai pas encore la réponse malheureusement. Et Nathalie qui vient d'arriver. Coucou Nathalie, on vient de finir malheureusement. Donc n'hésite pas à t'inscrire pour recevoir le replay ou tu me le demandes, comme tu suis la formation. Je t'enverrai le replay de ce qu'on vient de faire ici. Donc, Vanessa, on parlera de la marjolaine à coquille lundi. Si vous avez pour les autres encore quelques questions, je reste encore 5 petites minutes avec vous. Et je vous retrouverai dans 15 jours pour la conférence privée. Donc c'est une conférence que je donne 2 fois par an, toujours une fois en septembre et une fois en janvier. Il n'y a que 40 places. Il y a toujours beaucoup de monde à cette conférence, donc n'hésitez pas à réserver vos places. Mais donc c'est vraiment une conférence pour apprendre, enfin pour savoir quelles sont les 9 erreurs à éviter lorsque vous conseillez les huiles essentielles. Donc c'est une conférence qui s'adresse beaucoup aux thérapeutes, tous ceux qui veulent utiliser les huiles essentielles dans leur pratique et pouvoir les conseiller. Et là c'est une conférence pour laquelle on peut être 40 participants et là ça se fait vraiment en Zoom. Voilà, vous pouvez mettre votre caméra ou pas mettre votre caméra et là j'ai un PowerPoint voilà, que vous pouvez suivre avec les différentes étapes. Alors, Nathalie, pour la rectocolite, c'est le géranium rosa ou Égypte? Alors, c'est une bonne question Nathalie et j'ai vu que tu l'avais posée, donc je vais absolument y répondre. Les géraniums, en fait, il y en a plein de différents. Il y a le géranium rosa cultivar Égypte, géranium rosa cultivar Chine, géranium rosa cultivar Bourbon. Donc géranium rosa, ils le sont déjà à peu près tous, mais il y a Égypte, Chine, Bourbon. En fait, quel que soit le géranium rosa, ils ont tous les mêmes propriétés. Donc que vous preniez un géranium rosa cultivar Égypte, ça veut dire qu'il a été cultivé en Égypte. Chine, il a été cultivé en Chine.
Bourbon, il a été cultivé à Madagascar ou à La Réunion. Donc c'est juste l'endroit où est cultivé le géranium qui change. Ils ont les mêmes propriétés. Donc pour la rectocolite, tu peux utiliser le géranium rosa cultivar Égypte, Chine, Bourbon, tout ce que tu veux. Maintenant, si on veut pratiquer l'olfactothérapie, donc en mettre et puis respirer, je vous conseille d'utiliser plutôt le Bourbon qui aura une odeur beaucoup plus fine que le géranium d'Égypte ou de Chine. Voilà, dis-moi si c'est clair Nathalie, du coup parce que j'avais vu que tu avais posé la question, donc c'est bien que je puisse te répondre maintenant. Alors Maria, j'ai une amie épuisée totale, surrénale épuisée selon son médecin, est-il judicieux de stimuler ses surrénales? Alors ça c'est une très bonne question, donc ça dépend toujours où elle en est au niveau de ses surrénales. Donc, comment expliquer? Si cette personne est complètement dans la phase d'excitation des surrénales, donc elle s'agite, elle court dans tous les sens, elle est fatiguée mais elle court beaucoup, elle court, on ne va pas aller stimuler ses surrénales. Si elle est dans la phase de burn-out et qu'elle est à plat, qu'elle n'arrive plus à avancer, que ses surrénales se sont mis au repos, on va aller doucement refaire fonctionner ses surrénales. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors Nathalie, oui, merci beaucoup, c'est clair. Ah ben super, alors ça je suis contente. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, il est 20h41, ça fait plus de 30 minutes qu'on est ensemble, même si je suis très bien avec vous, mais toute bonne chose a une fin. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie, et je donne des formations en ligne pour des femmes ou des thérapeutes, puisqu'on a de plus en plus de thérapeutes, hein. On a des dentistes, on a des pharmaciens, on a des infirmières, on a des sophrologues, et j'en passe encore bien d'autres. Et grâce à ma formation en ligne, le but c'est vraiment de les aider à conseiller les huiles essentielles en toute sécurité. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment, si vous voulez débuter avec les huiles essentielles, à télécharger votre guide, les 9 clés pour réussir avec les huiles essentielles, je pense. Ah, c'est mal, je me souviens plus du titre. Mais du coup, vous pouvez l'avoir à disposition gratuitement sur le site pranazen.eu et vous pouvez vraiment déjà comme ça commencer avec les huiles essentielles et pouvoir oser vous lancer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas oser vous lancer avec les huiles essentielles, de les regarder, de vous poser plein de questions et de finalement de les laisser là, quoi. Je trouve ça vraiment dingue et c'est pour vraiment vous aider à pouvoir y arriver que je vous ai mis en place ce guide. Donc j'espère vraiment qu'il pourra vous aider et qu'il pourra vous donner des bonnes clés pour pouvoir enfin laisser les huiles essentielles entrer dans votre vie. Donc pour celles qui s'inscrivent pour la conférence privée, on se retrouvera le 15. Et pour les autres, on se retrouve le 1er octobre, puisque comme tout le temps, je serai là tous les premiers du mois avec vous. Alors, on a... oulala, vous avez encore plein de questions, là, je vais pas pouvoir rester jusqu'à 21h, malheureusement. Alors, pour le soin aromatique intensif, Maria, on en parle lundi, parce que c'est pas du tout du niveau de celles qui ne suivent pas la formation en ligne. Donc, il faut aussi que je fasse attention à ce que je dis ici à des personnes qui ne sont pas sur la formation. Donc, le soin aromatique intensif, on en reparle lundi sans faute. Ou si tu postes sur le groupe privé des élèves, je peux te répondre. Alors, Séverine nous dit toujours aussi intéressant, merci beaucoup. Avec plaisir, Séverine, et puis merci pour la présence, pour votre présence à toutes, parce que je sais que le 1er septembre, c'est un petit peu tendu avec la rentrée, les élèves, les mettre au lit, reprendre le rythme, c'est un peu compliqué d'être là à 20h, donc ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez là avec moi. Et Bénédicte, oui, Bénédicte arrive un tout petit peu tard, mais tu peux revisionner le replay sur Facebook sans problème. J'espère que ça te plaira. Voilà. Je vous remercie vraiment toutes d'avoir été présentes. On se retrouve soit le 15, soit le 1er octobre. Et n'hésitez pas toujours à l'avance, en dessous du post que je publie, de me mettre toutes vos questions. Comme ça, je peux y répondre avec plaisir tous les premiers du mois. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne.
Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.